Bonjour, merci pour l'invitation, merci au comité éditorial de me proposer d'ouvrir la saison des colloques du mardi. Donc juste pour commencer, je me présente, donc je m'appelle Ray Collet, je travaille depuis le printemps passé, donc le printemps 2020, on a parlé beaucoup d'autres choses dans l'unité de nutrition, j'ai rejoint les HUG et je travaillais avant au CHUV en endocrinologie, toujours dans le même service Alter Ego. Et puis j'ai le plaisir de commencer aujourd'hui avec ce colloque du mardi. On m'a demandé de mettre en avant que donc, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Puis je profite, vu qu'on est dans la période de fin et de début d'année, pour remercier toutes les fondations qui financent nos différents projets de recherche que je vais mentionner plus tard. Donc comme on est en début d'année, alors cette année c'est un petit peu différent parce qu'on parle beaucoup de Covid et d'isolement, mais en fait une des questions classiques qui arrive chaque fois qu'on arrive à la première semaine du mois de janvier, c'est les bonnes résolutions, surtout avec les quelques kilos qui ont été pris pendant les fêtes. Et puis ces temps-ci on peut moins bouger, donc il y a potentiellement même un peu plus de prise de poids. Et puis quand on se pose les questions, quand on discute avec les patients, les choses qui ressortent quand même régulièrement, c'est est-ce que je devrais suivre une diète cétogène, keto diet, ça marche assez fort. On peut aussi parler de paléo diet. Vous voyez ici sur cette photo qui est assez joliment faite, des aliments qu'on peut manger crus ou à peine cuits. Et puis, une question qui revient très régulièrement, c'est aussi ce qu'on appelle le jeûne intermittent, dont je vais parler le plus aujourd'hui. C'est très utile d'en parler avec les patients parce qu'en fait eux-mêmes de toute façon vont regarder sur internet. Comme vous savez, on est parfois face, puis on essaie de travailler plutôt avec les personnes, mais il y a aussi Dr Google, et puis là il y a donc des sites qui sont pas toujours très evidence-based mais qui font beaucoup de bruit, donc on est bien obligé de les suivre. Donc le site que j'aime bien aimer là, c'est ce qu'on appelle le 21 Day Hero, qui liste des différentes stars du showbiz qui suivent ce qu'on appelle le jeûne intermittent 16-8, c'est-à-dire un jeûne de 16 heures et manger pendant 8 heures. Et puis vous voyez des grandes stars du cinéma et du showbiz américain qui suivent ce jeûne intermittent, et puis vous en voyez encore plein d'autres. Moi je ne les connais pas tous, il faudrait regarder la télévision et les réseaux sociaux pendant longtemps, mais il y a quelques têtes qui ne sont pas complètement inconnues. Et si vous regardez, il y a deux couleurs ici, il y a un groupe qui est en vert ici, puis un groupe qui est en bleu, bleu turquoise. C'est parce que certains vont en fait sauter le repas du soir, le dinner ici pour leur jeûne intermittent, comme ils doivent manger que 8 heures, et puis il y a un autre groupe qui va sauter le petit déjeuner, dans le groupe ici en turquoise. Donc vous voyez, il y a déjà une certaine hétérogénéité dans l'intervention jeûne intermittent, en tout cas chez nos stars du showbiz. Et puis alors, ils en parlent beaucoup, et c'est pour ça que vos patients vont venir vous poser des questions. Là, j'ai pris juste un tweet de Mindy Kaling, qui est juste là-haut, qui dit The half of Swiss roll we shared at 5, donc à 5 heures le soir, was my last meal until 9 a.m. tomorrow, I'm so mad. Et donc elle se vante d'avoir mangé, en plus c'est une roulade, hein, donc une Swiss roll, c'est ce que les Américains aiment beaucoup, c'est une roulade de sponge cake. Et puis il y a aussi ce monsieur qui dit My 6 p.m. bowl of cereal was an amazing dinner. Donc bol de céréales à 6 heures le soir, plus rien jusqu'au lendemain matin. Donc c'est une des formes de jeûne intermittent, c'est ce jeûne qui est assez populaire qui s'appelle 16-8. Et puis, donc, beaucoup plus modestement, ce qu'on a fait avec notre collègue Zoltán Pataki, c'est qu'on a fait une petite revue sur le jeûne intermittent et puis l'impact sur les maladies métaboliques qui va paraître dans la revue médicale suisse demain, vu que, comme vous savez, les premiers numéros de la revue médicale suisse sortent toujours une petite revue de chaque spécialité, sous-spécialité. Et puis, avec Zoltán Pataki, on a essayé de faire une revue pour les cliniciens, donc je vous laisserai les relire dès demain, si vous êtes intéressés. J'ai pris juste un extrait du tableau de la revue médicale suisse qui va sortir demain. Je les remercie de nous avoir permis de montrer ce tableau juste un jour en primeur, où ce qu'on a essayé, c'est de faire le tour des différents termes qui sont utilisés pour décrire le rythme alimentaire ou le jeûne intermittent. On s'est essayé en plus à l'exercice toujours périlleux de faire une traduction en français, traduction libre, donc vous allez probablement trouver des variantes si vous cherchez online, mais ce qu'on fait d'habitude, ce qu'on discute d'habitude, c'est ce qu'on appelle la restriction calorique, qui est donc simplement une diminution de l'apport énergétique en calories, tout en évitant une dénutrition. Et puis, toutes les autres formes dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent, qui est ce terme un peu générique, qui recouvre différentes variantes. Il y a ce qu'on appelle le jeûne périodique, c'est-à-dire un certain nombre de jours
par mois où vous n'allez pas manger ou très peu manger, et puis vous allez pouvoir manger normalement tous les autres jours. Et puis après, il y a aussi la restriction calorique périodique, c'est la même forme, mais où en fait les jours où vous ne mangez pas, vous les remplacez par une restriction calorique. Et puis il y a encore toutes sortes d'autres variantes dont je vais vous parler juste après. Donc comme vous voyez déjà, quand on parle de jeûne intermittent, on doit vraiment préciser les modalités exactes parce qu'on n'est pas toujours en train de parler de la même chose. Donc je vais vous montrer quelques études qui ont été faites relativement récemment. Il y a ce papier de l'équipe de Oren Freud en Israël qui a essayé de comparer 3 repas par jour versus 3 repas plus 3 collations chez des patients de diabète de type 2. Donc c'était 28 patients qui avaient un diabète de type 2 depuis longtemps, avec au minimum 5 ans de traitement par insuline, qui dormaient plus ou moins normalement, un âge moyen de 69 ans et un BMI moyen de 32. Et puis donc ces personnes ont été randomisées, où en fait on a calculé leurs besoins caloriques, leurs besoins en hydrates de carbone, qu'on a simplement distribué différemment sur la journée, mais en fait ces gens avaient le même apport calorique et le même apport en hydrates de carbone. Donc, selon ce schéma, le schéma plus ou moins classique qu'on utilise en clinique, c'est un schéma à 3 repas, 3 collations. Donc, petit déjeuner, dîner, enfin lunch, repas de midi, repas du soir, et puis une collation du matin, une collation de l'après-midi, puis une collation le soir. Et puis la forme expérimentale était 3 repas par jour avec un grand petit déjeuner, un repas du midi plus petit et surtout un repas du soir assez restreint. Donc avec plus de collation, mais toujours le même apport calorique. Cette approche a permis de faire une perte de 5 kg, une diminution de l'hémoglobine glyquée de 1,2%, une excursion glycémique si on utilise des CGM qui augmentent le temps passé, que ce soit la nuit ou aussi même la journée, l'excursion glycémique dans l'intervalle cible de 3,9 à 10 de glycémie. Et puis, une dose totale d'insuline diminuée de 25 à 30 unités par jour, donc c'est vraiment pas négligeable chez des diabétiques de type 2 sous insulinothérapie au long cours. On a aussi l'autre extrême, cette fois-ci c'est dans une population saine, où on s'est posé la question, on est allé dans l'autre direction, on part des 3 repas par jour standard, puis cette fois-ci on va leur proposer de manger qu'un seul repas. Toujours le même apport calorique, et plus ou moins équilibré, mais tout dans un seul repas. Donc là il s'agissait de 15 personnes en bonne santé, âge moyen 45 ans, un BMI normal comme vous le voyez, et c'était une étude en crossover randomisé, donc c'est-à-dire qu'il y avait un bras actif pendant 8 semaines, un washout pendant 11 semaines, puis le deuxième bras, enfin le deuxième groupe en crossover. Et la forme expérimentale était un seul repas tous les soirs, de 4h à 8h le soir, et rien d'autre. Et puis la forme standard était 3 repas par jour. Ça a permis d'entraîner une petite perte de poids, mais surtout une perte de masse grasse. Et c'est pour ça qu'il y a certains athlètes et certaines personnes qui viennent vers nous en me disant « Ah mais moi en fait je veux manger qu'une seule fois par jour ». Mais ça se fait au prix d'une tolérance au glucose qui est nettement moins bonne, comme vous voyez. Donc il y a une OGTT qui voit une élévation de la glycémie, un retard du pic glycémique de 40 minutes à peu près, et puis aussi une perturbation des tests hépatiques, une baisse de la cortisolémie basale, et puis une augmentation du bilan lipidique. Donc comme vous voyez ici, avec ces deux études, il semblerait que les 3 repas par jour chez ces diabétiques étaient mieux que les 6 repas par jour, 3 repas plus 3 collations. Et puis à l'autre extrême, le 1 repas par jour chez des personnes saines semble être plutôt délétère sur le plan métabolique. Et puis, il y a des dizaines et des dizaines d'études. Alors, en raison du temps, je ne vais pas toutes vous les montrer, et c'est pour ça qu'on a fait un résumé avec Zoltan Pataki que vous pourrez lire dès demain. Il y a une forme qui intéresse pas mal les gens, puis aussi moi à titre personnel, c'est ce qu'on appelle le Time Restricted Feeding ou Eating. C'est une forme où le cycle de jeûne intermittent se fait sur le cycle de 24 heures. Donc le principe général, c'est qu'on ne va pas s'intéresser aux calories, on ne va pas s'intéresser aux macronutriments, hydrates de carbone, graisses et tout ça. On va simplement s'intéresser à l'heure de la prise énergétique ou calorique dans une certaine fenêtre temporelle. Donc, dans cette étude qui est chez la souris, on avait la moitié des souris qui recevaient une alimentation normale, l'autre moitié qui recevait une alimentation high fat diet, donc riche en graisse, et puis on avait subdivisé ces deux groupes en plus en accès libre 24 heures sur 24 dans la cage à l'aliment, ou un accès qui est limité à 8 heures par nuit, comme ce sont des animaux nocturnes, par 24 heures. Donc vous avez, pour finir, 4 groupes de souris.
Et donc, première chose, on a vérifié que l'apport calorique était le même dans les 4 groupes, et malgré le fait que l'apport calorique était le même dans les 4 groupes, si vous regardez la courbe rose par rapport à la courbe rouge, vous voyez que la courbe rose, c'est donc le High Fat Diet accès ad libitum, et bien la souris va prendre du poids, ça c'est connu depuis un siècle, depuis des siècles même, et puis par contre, si vous limitez l'accès au High Fat Diet, mais seulement à 8 heures nocturnes, et bien la souris va être, entre guillemets, protégée de la prise pondérale qui mènerait à l'obésité. Elle est également protégée contre le diabète, elle est protégée contre l'accumulation de masse grasse et également contre la stéatose hépatique. Donc c'est un papier qui a fait énormément de bruit et ce groupe de recherche est après passé dans les études chez l'être humain. Chez l'être humain, justement, donc là, on a 19 patients avec un syndrome métabolique, un BMI moyen à 33. C'est une petite étude avec cette fois-ci un TRE limité à 10 heures, donc manger 10 heures, 14 heures de jeûne, tous les 24 heures, chez des gens qui étaient quand même assez malades, 15 personnes sous traitement de dyslipidémie, 12 sous traitement d'hypertension, il y avait aussi de la metformine, de la sulfonylurée chez certains, et puis comme vous voyez, 12 personnes qui avaient un prédiabète. On les a tout d'abord screenés pendant 2 semaines, puis fait une intervention pendant 10 heures. Et puis l'intervention, donc ça c'est une version assez visuelle qui est facile, je pense, à imaginer pour tout le monde. Vous voyez ici les différents jours de la semaine, ça c'était la phase d'observation, et puis chaque point représente une prise alimentaire ou une boisson calorique entre minuit et minuit le lendemain. Vous voyez que cette personne mangeait sur une fenêtre d'à peu près 14 heures et quart avant l'intervention. Et puis cette personne, on lui a simplement demandé de comprimer, donc c'est toujours la même prise alimentaire, en tout cas on ne se concentre pas sur les calories et les macronutriments, mais on comprime la fenêtre sur une fenêtre cette fois-ci de 10 heures. De prise calorique. Et comme vous le voyez ici, c'est juste une représentation de la fenêtre d'alimentation. Elle est limitée à 10 heures avec quelques outliers. Et puis, cette intervention, par exemple cette personne qui est diabétique, a permis vous regardez la courbe orange, donc c'est l'excursion glycémique qu'on reçoit quand on suit nos patients diabétiques, eh bien ça a permis de maintenir, de comprimer en fait son excursion glycémique dans l'intervalle normal. Et donc cette personne qui était diabétique a pu voir son hémoglobine glyquée baisser d'1%, et puis elle a pu aussi arrêter sa sulfonylurée. Si vous allez regarder dans les suppléments de ce papier, ce n'est pas aussi magnifique, parce qu'en fait, si on regarde les gens qui étaient prédiabétiques, il y a des petites réductions de l'excursion glycémique. La numéro 5 est ici, c'est la plus spectaculaire. Les autres, c'est peut-être pas aussi net chez des personnes qui sont prédiabétiques. Une autre étude, toujours du même groupe, cette fois-ci chez des gens qui sont en surpoids ou en obésité, chez des gens qui ont une moyenne d'âge de 45 ans, eh bien, ils les ont randomisés pour un TRE cette fois-ci sur 8 heures ou une alimentation ad libitum, c'est-à-dire 24 heures sur 24, comme vous voulez. Et vous voyez ici l'effet de l'intervention dans ce sous-groupe. Eh bien, la phase d'observation en orange montre que ces gens mangeaient, cette personne-là en tout cas, entre 6 heures du matin et minuit à peu près. Et puis, après l'intervention, tout est comprimé avec un premier repas à 11h, 11h30 et la dernière prise alimentaire vers 19h. 2-3 petits outliers, c'est suivi sur plusieurs semaines. Et puis ça a permis d'entraîner donc une perte de poids de 3-4%, une diminution de la masse grasse, une diminution de la masse adipeuse viscérale, donc au niveau abdominal, et puis aussi une diminution de la glycémie à jeun et des triglycérides, donc ça a l'air vraiment très bon. Et donc, je vais m'arrêter là pour le résumer, ce petit parcours rapide des études. Vous pouvez trouver beaucoup plus de détails, mais j'essaie de vous les résumer ici. Chez l'être humain, il semblerait que le jeûne intermittent peut entraîner une baisse de poids de 2 à 5% du poids initial, une diminution de la masse abdominale, une diminution de la pression artérielle, de la glycémie, une augmentation de la lipolyse, ce qui pourrait expliquer les variations du profil lipidique. Et puis, si vous regardez les études chez l'animal, bien sûr, ces animaux sont étudiés pendant beaucoup plus longtemps, puis on peut pousser un peu plus loin les études. On a l'impression qu'il pourrait y avoir du browning, donc un brunissement, je ne sais pas comment on dit ça, de la graisse blanche, une augmentation de la dépense énergétique, une protection contre la stéatose hépatique, même une diminution de l'infarcissement post-AVC, un AVC expérimental chez les souris. Et puis, ce qui intéresse beaucoup, par exemple, les gens du showbiz, puis quand vous discutez avec les patients, ils vont dire « oui, mais en plus, ça a un effet sur l'inflammation, les marqueurs inflammatoires, ça peut avoir un effet cognitif et même peut-être un effet sur l'espérance de vie. » Donc, quand vous regardez ces études chez l'animal, ça a l'air d'être vraiment magnifique, mais
il faut garder en tête toutes les limites classiques de ces études. On a un problème de définition, je vous l'ai montré avant, ce sont des études qui sont courtes chez l'être humain, alors que chez la souris, ce sont des études qui vont de la naissance de la souris jusqu'à sa mort. La plupart du temps, chez l'humain, ce sont des populations qui sont relativement saines. Et puis, donc, on a un problème de reproductibilité de ces études et puis de généralisation à la population générale. Et puis, si vous voulez avoir plus de détails, beaucoup plus poussés que l'article qu'on a fait avec Zoltán Pataki, vous pouvez regarder cet article de revue dans le New England il y a juste une année, comme c'est un sujet qui bouge beaucoup. Il y a des études qui sortent à peu près toutes les semaines sur ce sujet, donc c'est difficile à suivre, mais les messages principaux sont résumés là-dedans. Et donc c'est pour cette raison qu'on a lancé un projet il y a déjà quelques années quand j'étais au CHUV, une étude on a trouvé ce nom de Swiss Chronofood, où on a essayé d'une part de mesurer le rythme alimentaire chez les Suisses, et puis également de voir si le TRE peut améliorer le syndrome métabolique. L'hypothèse, c'est que ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est-à-dire les calories, les hydrates de carbone, mais aussi quand vous le mangez qui va influencer le métabolisme énergétique. Avec la question de recherche, tout d'abord, on voulait vérifier est-ce qu'on peut mesurer le rythme alimentaire avec une application sur smartphone, où on leur a demandé de prendre en photo tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils boivent, mais aussi est-ce que ces différences du rythme alimentaire sont corrélées avec le syndrome métabolique. Et puis, après, est-ce qu'on peut faire une intervention de type TRE pour les améliorer au moins un ou deux composants du syndrome métabolique? C'est des données qui sont préliminaires, on va probablement les soumettre d'ici la fin du mois, donc c'est pour ça que je n'ai pas encore tout, mais on a screené à peu près 700 personnes, on a pu inclure dans la phase d'observation plus de 200 personnes, aussi des adolescents obèses. Pour ceux qui font des études avec les adolescents, vous savez que c'est extrêmement difficile de les recruter et de les maintenir dans une étude, donc c'était un effort très important. Et puis, chez les gens qui avaient une durée d'alimentation de plus de 14 heures et qui avaient au moins un des composants du syndrome métabolique, on pouvait les randomiser soit dans un TRF de 12 heures, c'est pour des questions de faisabilité, ou sinon pour l'intervention contrôle, c'était rappel de la pyramide alimentaire, de 3 conseils de ce côté-là, et on les a suivis pendant 6 mois. En fait, un des problèmes qu'on a face aux jeûnes intermittents, c'est qu'on n'a pas d'études comparatives. Donc personne ne peut vous dire est-ce que TRE 16, 10, 12, 14, est-ce qu'un jeûne alterné un jour sur deux ou une restriction calorique un jour sur deux est meilleur que l'autre? On peut simplement comparer une étude à l'autre, mais dans des settings qui sont différents. C'est pour ça qu'on est limité dans nos conclusions. Ça, c'est plus un avis personnel et puis une sorte de revue globale de la littérature, mais ne prenez pas ça pour argent comptant. On voit que donc, le jeûne alterné, manger un jour sur deux, semble être plus bénéfique que le jeûne périodique, c'est-à-dire quelques jours de jeûne puis manger normalement. Et puis le TRE, donc manger 6 à 12 heures sur un cycle de 24 heures, semble aussi efficace que les jeûnes alternés, avec un petit caveat de ce que je vous ai montré juste avant. Et puis surtout, ils sont plus faciles à suivre. Parce que ça, c'est un des gros problèmes qu'on a dans ces études, c'est une perte de compliance très régulière. Et puis donc, dans ce dernier papier que je mentionne, de Sutton dans le Surrey, ils sont allés même un peu plus loin en se disant, mais en fait, peut-être que les effets du TRE sont dépendants aussi du timing, c'est-à-dire au moment où vous mangez. Donc ce n'est pas seulement le nombre d'heures dans lequel vous mangez, mais c'est aussi est-ce que vous mangez plutôt le matin, ça a l'air d'être bénéfique. Si vous mangez autour du midi, ça a l'air d'être encore assez bien. Par contre, si vous restreignez votre alimentation à après 4 heures l'après-midi, ça a l'air d'être plutôt délétère sur le plan métabolique. Et puis, c'est pour cette raison que, par exemple, Paul Zimet ou Alberti, qui ont publié pendant 25-30 ans sur le syndrome métabolique, ont fait cet éditorial un petit peu provocateur pour dire est-ce qu'on ne devrait pas renommer le syndrome métabolique en syndrome circadien? Il y a aussi les cardiologues qui s'intéressent à ça, dans ce statement de l'Association américaine des cardiologues, qui ont fait ce statement qui disent qu'il faut aussi beaucoup s'intéresser au timing de l'alimentation, à la fréquence de l'alimentation, pour essayer d'améliorer les choses en termes de prévention cardiovasculaire. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que la théorie qui est plutôt émergente, donc ça reste une hypothèse mécanistique, surtout dans les études animales, eh bien, il y aurait un lien entre le rythme circadien ici dans le noyau suprachiasmatique, le rythme alimentaire qui vient de l'extérieur, et puis les rythmes dans les différents tissus avec aussi la régulation du sommeil. Et donc l'hypothèse, c'est que la désynchronisation ou le désalignement de ces différents rythmes pourrait mener aux maladies cardiométaboliques avec un point clé dans le foie.
Je passe un petit peu plus vite juste pour vous montrer un peu les projets qu'on a commencés. Donc en collaboration avec Jardin Pouder ici au CHUV et puis Tcharna Dibner et moi-même ici à Genève, eh bien, on a lancé différents projets qui sont en train de recruter. C'est possible que vous voyez passer ça parce qu'on est en train de recruter de manière assez active. Dans cette première partie où on vient de commencer à recruter malgré le Covid, on essaie de faire des études en dehors de cette thématique directement. On recrute des gens qui sont en surcharge pondérale ou obèses avec un chronotype du matin et on essaie de voir si le TRE va améliorer les différents paramètres métaboliques et aussi la masse grasse. Et puis la question qui est sous-jacente sur le plan mécanistique, c'est est-ce que le TRE, donc ça c'est l'intervention contrôle, est-ce que le TRE est plus bénéfique s'il est aligné avec le chronotype du matin, contrairement à un TRE qui serait, c'est-à-dire une alimentation qui est limitée à l'après-midi chez des gens qui sont des lève-tôt. Et l'hypothèse sous-jacente, c'est que d'un point de vue mécanistique, c'est moins bon d'être dans le groupe orange que dans le groupe bleu, et puis le groupe vert sera probablement entre deux. Alors, on verra ce que ça donne, on est en train de recruter. Puis l'étude qu'on fait au CHUV dans le cadre de cette collaboration lémanique, c'est qu'on fait une étude observationnelle des rythmes alimentaires et des rythmes de sommeil chez des femmes dans le postpartum, où on va recruter des gens qui ont eu un diabète gestationnel, mais on les recrute juste dans le postpartum, juste après l'accouchement, et puis aussi des femmes qui viennent d'accoucher d'une grossesse tout à fait normale, sans diabète gestationnel, et puis on les suit entre la période de 4 à 8 semaines postpartum, et puis 7 à 8 mois postpartum pour voir les effets métaboliques, ou disons l'association métabolique du diabète gestationnel avec les désordres du rythme circadien. Et puis en conclusion, en tant que clinicien, il ne faut donc pas oublier, quand on s'intéresse à la nutrition des patients, on va s'intéresser bien sûr à l'apport calorique, aux macronutriments, mais il faut aussi penser quand c'est consommé. Et puis n'oubliez pas que cette dimension rythmique, ce cycle circadien, eh bien, il a aussi bien sûr un lien avec le rythme de sommeil, mais aussi le rythme de l'exercice, on pourrait parler pendant des heures de ça aussi, l'exposition à la lumière et puis les horaires de travail. Et puis donc, je n'ai pas de preuves scientifiques que je peux vous montrer pour l'instant sur les différentes variantes du jeûne intermittent, mais le conseil général, c'est que probablement que c'est mieux de concentrer son apport calorique tôt dans la journée plutôt que tard dans la journée. Mais plus que ça, c'est pas très très solide. Et puis pour les scientifiques, eh bien, pensez aussi, quand on fait la recherche en nutrition, on devrait s'intéresser au timing, mais aussi au timing de la nutrition, du sommeil, de l'exercice, donc exactement la même chose.